Je suis Laure Kaila, je travaille à l'IEV Pôle National Rosé qui est basé à Vidauban dans le Var. Donc je vais vous présenter des essais sur des rosés. Voir l'enjeu des enzymes pectolytiques sur la vinification en rosé. Alors très brièvement, que sont des enzymes? D'abord, les enzymes, ce sont des protéines naturelles qui catalysent des réactions. Et il y a un principe de spécificité d'une enzyme à un substrat et à une application. Des enzymes, Lucille vient de le dire, il y en a naturellement dans le raisin. Alors, il y a les gentilles enzymes et les mauvaises enzymes. Pour le brunissement, si elles étaient en moindre quantité, ça serait plutôt un avantage. Mais par rapport à certains effets technologiques, on recherche certaines activités enzymatiques. Et après, il y a les enzymes qui sont libérées par les levures et les micro-organismes. C'est pour ça que le vin est un produit vivant. Par contre, ces enzymes endogènes naturelles, elles sont peu actives au pH du vin, aux températures utilisées, d'accord, c'est du domaine du biologique, hein. On se sent mieux à 37 qu'à 10 degrés. Et par rapport aux objectifs de production, de qualité dans la recherche des vins actuels, il est souvent nécessaire d'avoir recours à des enzymes exogènes, des préparations enzymatiques vendues dans un contenant et qu'on va rajouter, appliquer à sa production, si on le souhaite, en fonction des besoins et de ses objectifs de production. Donc ces enzymes, elles sont produites par des micro-organismes, non OGM bien entendu. Si elles le sont, il faut que ça soit précisé sur la fiche technique. Et il y a dans le paquet d'enzymes plusieurs activité enzymatique, c'est-à-dire plusieurs principes qui vont s'ajuster entre enzymes et substrats. Donc il y a une série d'activités qui sont citées sur la diapo, et à chaque activité enzymatique est recherchée ou un effet technologique. Par exemple, les enzymes pectolytiques ou cellulases, elles ont plutôt un enjeu sur la clarification et la filtration. Les glycosidases, ce sont plutôt des enzymes qui vont participer à à la révélation des arômes. Les glucanases, c'est des enzymes qui vont interagir quand il y a dégradation de l'état sanitaire, production de glucanase, notamment par botrytis, et ces glucanases vont embêter après sur la clarification. Et toutes les préparations, elles ont des activités réduites en cynamoylestérase et anthocyanase, qui sont, elles, des enzymes qui apporteraient plutôt des défauts au vin. Donc, bon, c'est complexe, le monde des préparations enzymatiques. Et comme pour les endogènes, elles aussi, elles sont sensibles à la température et au pH du vin. Donc, si on travaille à 5 degrés, à 10 degrés ou à 37 degrés, elles n'auront pas les mêmes activités. Elles peuvent être partiellement inactivées par le SO2, disons qu'elles sont dans un contexte moins favorable, elles se débobinent un peu, donc elles ont un peu moins d'efficacité. Et par contre, elles sont totalement inactivées par la bentonite. Comme les enzymes sont, dans le cas présent de ma présentation, utilisées sur blanc et rosé, et que pour des raisons de casse protéique, les blancs et rosés ils sont généralement traités à la bentonite, les enzymes dans la bouteille de vin, on n'en retrouve pas. Deuxième diapo sur à quoi servent ces enzymes pectolytiques spécifiquement, il faut les imaginer comme des ciseaux qui vont couper les parois cellulaires, faire des petits trous et permettre l'extraction des contenus DB en particulier. Donc, je ne reviens pas sur les activités. Dans la grande famille des enzymes pectolytiques, il y a des activités spécifiques avec des utilités particulières. Et l'objectif des enzymes pectolytiques utilisées en préfermentaire, donc avant la fermentation alcoolique, c'est l'extraction des jus, voire d'autres composés, tous les composés qui sont dans la baie de raisin, et permettre la clarification, la filtration de ces jus. Les enjeux par rapport au vin rosé, peut-être aussi que c'est adaptable au vin blanc, mais je connais mieux la partie vin rosé que vin blanc. Donc, petit rappel sur comment on élabore un rosé. Traditionnellement par saignée, de manière plus générale actuellement, par pressurage direct.
C'est-à-dire que toute la vendange récoltée, toute la vendange rouge récoltée va servir à élaborer un rosé et donc, passage obligé, le pressurage. Donc entre la récolte et le pressurage, il peut y avoir une étape de foulage et raflage, une macération décidée. On décide de macérer son cépage dans lequel on croit dans lequel on a espoir qu'il y a un potentiel. On peut faire une macération de quelques heures, mais passage obligé, le pressurage. Donc, au cours de ce pressurage, là, vous avez la représentation d'un suivi d'évolution de certains critères au cours du pressurage. Comment on lit ce graphe? Les valeurs négatives, c'est la durée du remplissage du pressoir. Donc, on voit qu'au cours du remplissage du pressoir, on a une certaine extraction de jus. Extraction de jus parce qu'on est en récolte mécanique, et même si les machines sont performantes, il y a quand même une extraction de jus parce qu'on passe d'une benne au conquet, du conquet au fouloir, puis au travers de la tuyauterie. Donc quand on arrive au pressoir, on a extrait une certaine proportion de jus qui n'est pas négligeable, qui tourne entre 40 et 50% des jus. Ces jus, moi, j'ai décidé par convention de les appeler des jus de goutte. Au cours de cette extraction des jus de goutte, sous l'effet des actions mécaniques, de la température, il y a extraction progressive de la couleur rouge. C'est conventionnel, le rouge, je l'ai dessiné en rouge, le jaune en jaune. Donc vous avez une extraction de couleur rouge et de couleur jaune. La couleur, ce potentiel-là, le niveau d'extraction, il va varier en fonction des cépages, de la durée du remplissage, des phénomènes d'extraction. Et le jaune aussi, comme l'a mentionné Lucille, des phénomènes d'oxydation. Donc finalement, quand on lance son pressoir, on a déjà fait la moitié du boulot. Et il est donc important, qu'on soit en bio ou en conventionnel, de bien gérer ces conditions de remplissage de pressoir autant que possible. Après, on lance son pressoir, alors c'est très pâle, donc je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc la bonne gestion du cycle du pressurage permet de limiter l'extraction de rouge et de jaune et d'optimiser le niveau de rendement en jus, puisque généralement, à un moment donné, il faut qu'on sépare ces jus qui sont de moindre qualité, des jus qui ont trop de couleurs, d'amertume, de structure et qui ne vont pas permettre d'élaborer des rosés au sens actuel des produits recherchés sur le marché. Donc généralement, il faut bien gérer ces jus de goutte, optimiser ces volumes de jus de presse et à un moment donné, séparer ces jus de fin de presse et, si possible, décaler le plus possible la valeur rose pour minimiser ces volumes. En quoi les enzymes peuvent être utiles dans ce procédé? Mais les enzymes, on peut décider de les ajouter au moment de la macération, donc entre le conquet et le pressoir, ou juste avant le pressurage. Et les essais que l'on a menés, alors ils datent un peu dans les années 2005-2007, en collaboration avec différents centres d'expérimentation, les essais ont montré que si on positionne des enzymes sur la vendange avant pressurage, on va contribuer systématiquement à augmenter la proportion de jus de goutte, de jus libres qui ne souhaitent que sortir des baies de raisin ou sur lesquels on n'a pas besoin d'exercer une pression. Donc finalement, le fait d'apporter des enzymes permet en moyenne d'extraire 17% de jus de goutte en plus et au final, après pressurage, 10% de jus total. Donc ça, c'est des mesures sur nos petits pressoirs pneumatiques. On n'est pas à des rendements en jus que l'on rencontre en production, mais ça a été compliqué de mettre en œuvre des essais sur des vraies structures. Vous imaginez remplir un pressoir de 50 hectos minimum de manière homogène en respectant tous les critères, c'est parfois très difficile. Donc il ne faut peut-être pas s'attacher à ces 17%, mais ce qui est vérifié, c'est que systématiquement, on gagne un jus de goutte. Et si on raisonne de notre point de vue, le fait de gagner un jus de goutte et au final un jus total, on peut raisonner et dire on va donc diminuer la durée de pressurage pour obtenir le jus que l'on souhaite. Donc ça a un impact sur l'organisation de votre cave.
Par contre, l'apport d'enzymes, je le disais en préambule, ça extrait les jus, mais aussi tous les autres composés contenus dans les raisins, et notamment la couleur. Or, la couleur sur rosé, c'est quand même un sujet sensible, une préoccupation de tous les producteurs, ou d'une majorité des producteurs. Donc, on a mesuré l'intensité colorante sur les vins qui résultaient d'un témoin ou d'apport d'enzymes. Alors là, on a des choses qui sont un peu plus variables que sur la précédente diapo. Parfois, on n'a pas de différence entre le témoin et la modalité enzymée. Souvent, on a une légère augmentation. Des fois, on a une petite diminution. Donc, c'est complexe. Si on a extrait beaucoup de jus, même s'il est un peu plus coloré, vu qu'il y a un peu plus de jus, la couleur globale du vin sera moindre. Par contre, si on laisse macérer là, en abscisse, c'est les durées de macération, donc le temps de contact entre le jus et les peaux. Si on laisse macérer longtemps et que les enzymes ont donc agi longtemps, là, effectivement, on va voir une augmentation de la couleur des vins. Et c'est plus sensible sur la Syrah, qui est un cépage très coloré, que sur un Cinsault. Prend moins de risques. Donc bon, ça se gère et au final, sur le produit, on se rend compte que sur la case du nuancier, qui est l'outil qu'on utilise fréquemment pour juger la couleur du vin, bon, on décale d'une case, c'est pas non plus de vin très très différent d'un point de vue impact sur l'acte d'achat du consommateur. Si on poursuit sur le schéma d'élaboration d'un rosé, après pressurage, ces jus, on souhaite les clarifier avant de les mettre en fermentation. La clarification, ça a un impact important sur l'expression aromatique du futur vin. Ça participe à sa netteté. Là, vous avez présenté un essai de clarification sur une Syrah. Donc, on a pris un même mou et on l'a clarifié, soit en dessous de 50 NTU, 100, 200 ou 500 NTU. 500 NTU, ça commence à faire trouble. Visuellement, on se rend compte qu'il y a un problème de clarification. Après, ça se trouve, des mous qui ont des difficultés à se clarifier, dans la pratique, ça peut se rencontrer. Si on est à 200 ou 500 NTU, on va perdre en fruité, on va perdre un arôme fermentaire favorable et par contre, on va avoir développement de faux goûts, de végétal, d'animal, de minéral. Donc, la clarification est une étape importante quand on souhaite maîtriser la production de ces rosés. De même, quand on apporte des enzymes, j'aurais dû avoir une diapo de même. Donc, quand on apporte des enzymes, les enzymes, elles vont sécuriser l'étape de clarification. Donc là, vous avez un mou initial, sortie pressoir, il est à 800 NTU. On le met à clarifier à 12 degrés en statique dans une cuve et on regarde l'évolution de ce trouble au fil des heures de durée de clarification à 12 degrés. On voit que le témoin, quand il n'est pas enzymé, naturellement, il va décanter. Mais ça va prendre plus de temps et il ne va pas forcément décanter jusqu'au niveau de clarification que l'on souhaite, autour de 100 NTU, où il va falloir attendre 48 heures, 50 heures. Le fait d'ajouter des enzymes en orange sur le mou après pressurage, ça va permettre que cette action de clarification se fasse plus rapidement. Et l'avantage, si ces mêmes enzymes ont été apportées sur vendange, elles ont commencé à découper les particules en suspension, et donc ce procédé va être encore plus rapide sans qu'on ait besoin de rajouter des enzymes spécifiques à la clarification. Donc finalement, l'intérêt des enzymes sur la clarification, c'est d'accélérer les phénomènes, d'éviter des départs en fermentation, de limiter l'usage du froid. On va pouvoir, si on n'est pas suffisamment équipé ou l'impact économique, de travailler plus rapidement et de manière sécurisée. Je vous rappelle que ce n'est pas forcément répandu, mais la flottation impose l'utilisation des enzymes, sinon on a un échec dans le procédé de flottation qui permet de clarifier, mais dans le sens inverse, vers le haut. Donc, par rapport aux enjeux sur la vinification biologique,
La réglementation donc, de la vinif bio en 2012 était basée sur le règlement général de 2009. Et les enzymes, elles étaient classifiées comme moyen de clarification. En 2013, la réglementation générale a changé. Le point sur lequel le règlement bio se positionnait a disparu. Du coup, actuellement, vous n'avez le droit en bio d'utiliser les enzymes que pour clarifier. Donc, vous ne pouvez les positionner que sur mou après pressurage. L'utilisation sur vendange est à proscrire. Donc, finalement, vous vous contraignez à ne pas profiter de l'extraction des jus libres quand vous vinifiez en bio. Et ça, bien que vous preniez toutes les autres précautions pour extraire le maximum de jus dans des bonnes conditions, mais ça peut avoir un impact économique sur vos productions parce que vous allez extraire moins de jus qualitatifs et vous allez avoir plus de jus de fin de presse qui auront besoin de collage pour être revalorisés en vin rosé. Ça a un impact énergétique vu que la durée de pressurage est allongée et ça peut avoir un impact aussi sur le besoin en frigorie pour la clarification. Du coup, à partir de 2014, en collaboration avec des vignerons bio du Var et Enopia pour le choix des enzymes, nous avons relancé une campagne d'essai pour produire des résultats et essayer de participer à la révision de la réglementation pour que ces enzymes puissent être repositionnées sur vendange. Voilà, merci pour votre attention. Vous pourrez retrouver, si c'est un sujet qui vous intéresse, tout un tas de résultats sur les enzymes dans un nouveau cahier itinéraire qui vient de paraître. Vous avez quelques exemplaires sur la table et il sera disponible sur le site de l'IFV, vignevin.com, très prochainement. Merci de votre attention.